Quel a été votre point de départ avec le MDR? En fait, moi, je me suis formée en 2001. C'était en 2001 et des collègues venaient de faire leur formation. Ils m'ont vraiment convaincue de m'inscrire. Et donc, j'ai fait mon niveau 1 à Paris. C'était David Sermon-Schreiber qui donnait sa première formation. Il était encore évalué par Roger Solomon, mais ça a été vraiment le début et j'ai fait mon niveau 1 et mon niveau 2 en 2001. Et ensuite, quel chemin avez-vous emprunté? Plutôt un carrefour aux multiples possibles ou un chemin semé d'embûches? Après ma formation, déjà, je pense que les chemins sont toujours semés d'embûches et c'est ça qui nous fait avancer. Mais en fait, j'ai ensuite rapidement fait la connaissance de Ludwig, de Ludwig Cornil, qui a commencé à nous donner nos premières supervisions. Il était superviseur et facilitateur à l'époque. Et au même moment, il a commencé sa formation de formateur EMDR. Et c'est là que l'aventure a commencé, d'abord avec BIP et puis plus tard avec la création de EMDR Belgium. Voilà. Par la suite, moi-même, j'ai fait une formation en consultante EMDR Europe, donc facilitatrice et superviseur en 2004. Et puis, très rapidement, on a créé l'association Trauma Aid France, dans laquelle je me suis engagée avec cœur. Et plus tard, on a mis des missions en place en Roumanie, au Liban. Donc, on a organisé des formations EMDR dans ces différents pays. En Haïti, où j'ai été travailler en 2010 avec MSF lors du gros tremblement de terre à Port-au-Prince. Donc voilà, ça a été vraiment une étape qui tout doucement m'ont amené aussi vers le travail humanitaire. À quel moment avez-vous pris un aller simple pour l'Afrique? Avez-vous fait d'autres escales? Alors oui, en fait, pour des raisons familiales, j'ai quitté la Belgique en 2011. Nous sommes partis d'abord vivre 2 ans en Tunisie, donc c'était juste au moment de la révolution du printemps arabe. J'ai très très vite commencé à travailler et à utiliser le MDR à ce moment-là. Voilà, vu le contexte politique et l'instabilité du pays, il y avait énormément de travail. J'étais en contact avec des psychologues tunisiens et on a commencé à semer des petites graines avec Trauma Aid France pour pouvoir créer des projets qui se mettent en place à l'heure actuelle. Ensuite, voilà, je suis partie vivre 3 ans au Zimbabwe. Donc là aussi, j'ai beaucoup travaillé en EMDR, collaboré avec les psychiatres et psychologues locaux. Et puis pareil, Trauma Aid France, j'ai mis en place, grâce à Trauma Aid France, une formation niveau 1 avec le docteur Gary Quinn, et puis une formation niveau 2 où Ludwig Cornil est venu être formateur du niveau 2, et après une formation enfant avec Michel Sylvestre. Et puis, pour finir, on est parti vivre en Ouganda. Donc ici, ça fait bientôt 7 ans que je vis en Ouganda. Et donc, je travaille à Kampala dans une clinique. Et voilà, et quand je suis arrivée en Ouganda, j'ai vu les demandes de praticiens EMDR déjà formés ici, concernant une formation qui prenne en compte la prise en charge des enfants, parce qu'il faut savoir qu'en Ouganda, la population moyenne, c'est 15 ans, donc il y a énormément d'enfants. Donc on a organisé, toujours avec Trauma Aid France, une formation niveau 1 et niveau 2. Michel Sylvestre est venu donner la formation. Et là, on a créé une association aussi avec Trauma Aid Belgium qui nous a gentiment fourni leur kit de stabilisation, des petites valises, des sacoches avec du matériel de stabilisation dedans, qui a été distribué donc aux praticiens EMDR ougandais en formation enfant. C'était une très très chouette collaboration. Comment quelqu'un d'aussi expérimenté que vous navigue à travers les différents protocoles EMDR de plus en plus nombreux? Moi, je suis une puriste, donc je suis très attachée au protocole standard. Donc, j'utilise pas de protocole spécifique. Par contre, étant donné que je travaille maintenant depuis une douzaine d'années avec, j'ai calculé à peu près 30 nationalités différentes, parce que je travaille auprès des expatriés aussi. Bien évidemment, la population locale ici en Ouganda, et je travaille aussi auprès des réfugiés. Donc, en tout, c'est une trentaine de nationalités depuis que je travaille. Et donc, l'idée, c'est vraiment, au lieu d'utiliser des protocoles spécifiques, c'est vraiment de pouvoir adapter le travail aux cultures différentes et adapter le protocole. D'ailleurs, le protocole standard, d'ailleurs, on a écrit un article ici avec mes collègues africains sur l'adaptation culturelle du protocole standard dans 5 pays différents, donc avec des collègues du Congo, de l'Ouganda, de l'Éthiopie, du Kenya et du Zimbabwe. On a écrit cet article qui a été publié dans le journal EMDR Practice and Research en 2021. Donc pour moi, ça ne fait pas sens vraiment d'utiliser un protocole spécifique pour telle population, ou les protocoles spécifiques, c'est vraiment une adaptation du protocole standard.
à la culture, où on va utiliser la culture des patients pour travailler. Pouvez-vous, à travers un exemple, nous parler de la clinique de l'extrême? Voilà, alors bon, c'est un peu compliqué de détailler tout un cas, mais en fait, voilà, ici dans la population locale, moi, mon travail, c'est par exemple, je travaille beaucoup avec des réfugiés politiques. Euh, donc voilà, avec les sévices qui peuvent vivre quand ils sont retenus, enfin, en détention. Euh, je travaille aussi beaucoup avec les réfugiés, donc avec les réfugiés urbains qui viennent du Congo, qui viennent du Rwanda, qui viennent du Burundi. Donc, c'est des réfugiés urbains qui ne vont pas par choix dans les camps. L'Ouganda, il faut savoir que l'Ouganda a accueilli, c'est le pays d'Afrique qui accueille le plus de réfugiés, hein, parce qu'on est dans une région euh, stable, mais enfin, tout autour de l'Ouganda, c'est pas du tout une région stable. Il y a le Sud-Soudan, on est entouré par le Congo, par le Rwanda, le Burundi, le Kenya. Et donc, il y a énormément de réfugiés qui viennent du Sud-Soudan et du Congo. Et donc, l'Ouganda a accueilli 1 700 000 réfugiés depuis ces dernières années. Et donc, je travaille avec des réfugiés congolais. Donc, par exemple, c'est des cas, on travaille dans les bidonvilles déjà, et c'est des patients qui sont dans des précarités vraiment importantes. Donc, évidemment, on ne peut pas faire de traitement complet, mais on peut en tout cas travailler sur du soulagement de symptômes. Je pense à une situation d'une famille congolaise qui ont vu leurs parents se faire macheter dans leur village par les rebelles et dont leur petite fille de 7 ans a été kidnappée et qui ont fui avec le reste de la famille, le reste de leurs enfants, qui ont fui le Congo. Charge les parents qui ne savaient pas où leur petite fille se trouvait et qui n'arrivaient pas à annoncer aux autres enfants que leur petite fille avait disparu. On a travaillé vraiment sur la culpabilité du papa, hein, de ne pas avoir pu protéger sa famille. Donc de nouveau, avec toutes les adaptations culturelles nécessaires, que ce soit dans la phase de stabilisation avec les outils de STAB, que ce soit dans le travail avec une approche progressive sur le plan de ciblage, que ce soit sur la phase 3 avec l'adaptation des cognitions, des émotions. Enfin voilà, on a dû vraiment travailler avec ça pour pouvoir soulager les symptômes et leur permettre aussi d'expliquer à l'enfant la réalité des choses pour ne pas être dans le secret. Là, j'ai utilisé par exemple toute la technique de l'histoire narrative pour pouvoir expliquer à ce petit garçon que sa petite sœur avait disparu. En tant que cofondatrice de MDR Afrique, percevez-vous des différences culturelles dans l'appréhension et l'application de l'MDR? Bah oui, c'est très important. Parce que d'une culture à l'autre, il y a tellement de variations dans l'expression de la souffrance, hein, dans le sens qui est accordé aux symptômes. Donc, il faut vraiment, en tant que thérapeute, qu'on utilise dans toute cette approche thérapeutique qu'est le MDR, parce que ce n'est pas une technique, c'est vraiment une approche thérapeutique. Il faut vraiment qu'on aille s'intéresser à l'étiologie des troubles. La culture, elle détermine vraiment l'expression des symptômes, elle détermine les modèles explicatifs de la maladie, la manière dont la personne va faire face, la manière dont la personne va exprimer les émotions. Par exemple, ici en Ouganda, il y a énormément de répression d'émotions. Hein. Ils utilisent leur mécanisme de défense étant beaucoup l'évitement, ce qui va du coup provoquer beaucoup plus de symptômes somatiques. Et la culture va aussi déterminer le type de traitement. Et donc le danger quand on travaille dans ce contexte, c'est d'avoir vraiment un jugement ethnocentriste. Ça veut dire qu'on réplique juste le modèle de pensée occidentale dans ce contexte qui ne l'est pas. Et aussi être tombé dans le piège culturaliste qui serait de surinterpréter les attitudes et les comportements des patients de façon culturelle et du coup de stéréotyper les choses. Donc, il ne faut pas qu'on plaque des diagnostics qui sont habituellement posés dans les pays occidentaux sur des tableaux connotés fortement culturellement. Et donc, tout le travail en EMDR, et dans ces 8 phases, ça va être d'aborder la compréhension du symptôme, de poser les questions culturellement adaptées, et puis, bien évidemment, d'utiliser toutes les adaptations nécessaires dans les différentes phases. Hein. Comme je le disais tout à l'heure, dans la phase 1 du plan de ciblage, on va travailler vraiment avec des approches progressives. On va, dans la phase 2, utiliser les outils de stabilisation appropriés aussi culturellement. Par exemple, ici en Afrique, si on demande aux patients de fermer les yeux, pour eux, c'est de la sorcellerie. Donc, il faut savoir toutes ces notions-là
sur la recherche de cognition aussi. On ne va pas avoir les mêmes types de cognition qu'on peut trouver ou les mêmes types de thèmes de cognition qu'on peut trouver en Occident. Donc, une des cognitions qu'on rencontre beaucoup en Afrique, c'est « je suis maudit », par exemple. Donc, il faut savoir tout ça pour pouvoir adapter notre travail et adapter l'approche à ces populations. Pareil pour les échelles. Par exemple, au Congo, si on demande à une personne d'évaluer sur une échelle de perturbation de 0 à 10 à combien est-ce que c'est perturbant, ils ne peuvent pas le dire. Au Congo, si on dit avec sa bouche qu'on souffre, on souffre encore plus. Donc, ça ne fait vraiment pas sens pour eux. Donc voilà, on va vraiment adapter tout le travail aussi sur les émotions, parce qu'on n'exprime pas les émotions. Ou quand j'ai travaillé au Zimbabwe, il n'y avait pas de mots dans les langues locales pour décrire les émotions. Donc voilà, il faut vraiment tout adapter. Quelle est la question qu'on a oublié de vous poser? Alors là, c'est mon petit cœur qui parle. C'est qu'en est-il de l'association EMDR Africa? Voilà, j'ai vraiment besoin d'en dire 2 mots en fait. L'association a été créée suite à la formation qu'on a donnée en Ouganda, où j'ai réussi à avoir 5 pays d'Afrique présents. Et de là, voilà, on a réussi à mobiliser les autres pays d'Afrique où il y avait eu des formations EMDR dans le passé. On a actuellement 11 pays impliqués. Donc, ça s'étend du Congo à l'Éthiopie, en passant par l'Afrique du Sud. Donc, c'est vraiment toute l'Afrique subsaharienne qui est concernée, en passant par le Cameroun aussi, l'Afrique du Sud, le Zimbabwe, le Botswana, la Zambie, voilà, le Rwanda, le Kenya. Donc, voilà, on a 11 pays impliqués. On a maintenant notre logo, on a nos statuts, on a un compte bancaire, on est enregistré. Et voilà, on a défini nos critères aussi, donc on est aligné sur EMDR Europe et NGA, donc on travaille, et les formations qui sont données en Afrique répondent aux formations du protocole standard. Donc voilà, on a aussi 17 personnes en formation donc 17 personnes africaines en formation pour devenir superviseurs. On a 2 formateurs sur le continent et on a plein de projets à mettre en place. On est en train d'établir la construction du site internet et voilà, et on est constamment en lien avec d'autres pays et donc avec aussi toutes les associations humanitaires TraumaAid et d'autres voilà, qui veulent s'impliquer pour venir donner des formations en Afrique. Mais le but, c'est vraiment qu'on ait les propres formateurs EMDR Africa et donc autonomiser aussi le continent.